Bonjour Dr Thomas. Bonjour Romain. Merci d'avoir accepté cette interview pour la filière Marie. On va aborder ensemble, si vous le voulez bien, la thématique des déficits immunitaires et des quelques présentations qu'il y a pu avoir au cours de ce congrès de la SH 2024. On pourrait commencer par exemple par cette communication sur l'utilisation de la thérapie génique dans le cadre de déficits immunitaires combinés sévères associés à des déficits en ADA. Alors le déficit en ADA, c'est une pathologie très rare qui touche un bébé sur 350 000, donc, qui représente 12% de l'ensemble des déficits immunitaires combinés sévères. Et cette communication a été rapportée par l'équipe anglaise du Great Ormond Street de Londres et elle concerne une étude anglo-américaine. 62 bébés ont été traités par thérapie génique pour correction d'un déficit en ADA avec une intégration virale par un antivirus. Les bébés ont été traités à l'âge de 10 mois pour les patients américains et 14 mois en moyenne pour les Anglais. Ils avaient tous reçu une enzymothérapie substitutive jusqu'au moment du traitement. Ils ont reçu une petite dose de busulfan en préparation à la thérapie génique et puis cette infusion de l'antivirus. Les résultats sont très impressionnants puisqu'il y a un EFS de 98% et une survie globale de 100%. Les deux bébés qui ont eu un échec de ce traitement ont été ensuite greffés et vont tous bien. La reconstitution immunitaire est également très bonne, aussi bien en ce qui concerne la partie cellulaire qu'humorale. Et il est à noter qu'il n'a pas été observé jusqu'à ce jour de complications en termes d'intégration du virus et notamment pas de complications oncologiques comme on avait pu observer il y a une vingtaine d'années dans les premiers essais de thérapie génique des déficits immunitaires combinés sévères. Donc c'est un traitement qui est très prometteur, notamment pour les bébés qui n'ont pas de donneur géno-identique dans cette pathologie. Il y a eu également quelques présentations sur les anémies hémolytiques auto-immunes associées à des déficits immunitaires primitifs. Vous voulez peut-être nous en dire quelques mots? Tout à fait. Alors l'équipe de Boston a rapporté hier leur expérience dans une grande série pédiatrique de 402 enfants, donc multicentrique, américaine. C'était des enfants porteurs d'une anémie hémolytique auto-immune isolée ou associée à d'autres cytopénies auto-immunes, donc syndrome d'Evans. Et donc l'élément marquant de cette étude, c'était les antécédents familiaux qui étaient assez chargés, puisque presque 20% des enfants avaient des antécédents familiaux, soit de cytopénie auto-immune, soit de déficit immunitaire caractérisé. Donc ce sont des bébés des enfants qui ont reçu des traitements assez classiques, des cytopénies auto-immunes, notamment des immunoglobulines, des corticoïdes, et en cas d'échec des traitements de deuxième ligne comme le rituximab. C'est une maladie rare et grave, puisque presque 10% des enfants sont décédés dans cette série. Et donc la conclusion était d'insister en disant qu'il fallait vraiment rechercher un déficit immunitaire sous-jacent, notamment par des puces NGS. On connaît des gènes impliqués, notamment LRBA, CTLA4 ou stade 3 gain de fonction qui ont déjà été décrits dans cette population. Et d'ailleurs, l'équipe française coordonnée par Nathalie El Hadjidi à Bordeaux a déjà identifié des déficits immunitaires associés aux cytopénies auto-immunes de l'enfant. Donc c'est un sujet vraiment à creuser et à étudier en cas de nouveaux patients. Et pour rester sur la thématique des cytopénies, il y avait également les neutropénies congénitales et quelques nouvelles mutations qui ont été identifiées. Oui, un nouveau gène a été identifié récemment, c'est le gène COPZ1. Chez 3 patients, dont 2 d'une même famille, avec une mutation des lésions qui aboutissait dans cette famille avec 2 patients à des formes sévères de neutropénie associées à d'autres manifestations, un retard mental, un autisme et des anomalies osseuses. Et dans une autre famille, une autre mutation moins sévère qui était sensible au GSSF pour cette deuxième mutation. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Les mécanismes moléculaires sous-jacents fait intervenir une protéine, donc cette protéine qui intervient dans le transport entre le Golgi et le réticulum endoplasmique. Et donc une inhibition de la voie STING qui donc aboutit à cette neutropénie congénitale sévère, nouveau gène décrit aujourd'hui qu'il va falloir ajouter dans la puce des neutropénies congénitales. Concernant le traitement, deux nouvelles thérapeutiques ont été identifiées, enfin en tout cas discutées. Le mavorixafor, inhibiteur du CXCR1, qui est un traitement qui a l'avantage d'être donné par voie orale et qui a été montré comme étant efficace et sans effets secondaires notables. Et donc des études sont en train de démarrer dans le monde entier, chez les enfants pour l'instant de plus de 12 ans,
et ce sera probablement étendu aux enfants plus petits à l'avenir. Donc ça, à suivre est potentiellement intéressant pour une population d'enfants atteints de neutropénie congénitale sévère symptomatique. Et puis il y avait également des présentations sur des nouvelles thérapeutiques à l'essai dans le cadre des hémophagocytoses. Tout à fait. Donc il y a eu une session qui a eu lieu hier également sur les hémophagocytoses primitives ou secondaires, qui sont des pathologies très sévères qui conduisent notamment chez les adultes à une mortalité très forte puisqu'on en a des difficultés souvent à contrôler cette activation du système immunitaire, donc l'activation macrophagique. Et donc il y a des nouveaux médicaments qui sont en cours de développement. Ce sont des toutes nouvelles thérapeutiques. Et donc il y a notamment l'ELA26 qui est un anticorps monoclonal contre la protéine SIRP alpha-bêta, pour lequel une phase 1 a démarré chez 22 adultes avec une bonne tolérance. Et là, des phases 2 et 3 vont bientôt être mises en place. Un deuxième médicament, un inhibiteur de la voie JAK-ROC, le rovadicinib, qui est un inhibiteur de la phosphorégulation de stade 3 et de stade 5, qui est également en cours de développement, notamment chez les adultes. Et puis, il y a deux autres médicaments qui sont en cours, mais ça a une phase encore plus préliminaire chez les souris. Et donc, on est en train d'assister à un développement de thérapeutiques ciblées dans cette pathologie sévère pour lequel on a besoin d'aide thérapeutique. Et peut-être pour terminer aussi, il y avait eu cette section éducationnelle sur l'association de déficit immunitaire primitif et de syndrome lymphoprolifératif. Vous voulez peut-être nous en parler également? Oui, tout à fait. Il y a eu une session intéressante qui était en début de congrès sur ces maladies qui associent une lymphoprolifération, des manifestations auto-immunes et des risques infectieux et un risque élevé de lymphome. Et donc ça montre un peu l'overlap qu'il y a entre les déficits immunitaires, les maladies auto-immunes et l'hématologie maligne. Et donc je crois que c'est bien pour les hématologues de penser à des déficits immunitaires sous-jacents quand on observe des lymphomes ou des maladies de Hodgkin dans un contexte un peu particulier, et notamment avec des antécédents personnels ou familiaux. Donc il y a eu 4 présentations sur notamment les DICV, sur les ALPS. Et donc ça, c'est vraiment intéressant de bien comprendre ces mécanismes de maladies qui peuvent aboutir à des thérapeutiques un peu différentes, des thérapeutiques classiques utilisées en hématologie. Écoutez, merci beaucoup Dr Thomas pour ces interventions et d'avoir pu faire cette interview avec nous pour la filière Marie.